Good. We can start. Good, thank you. Ok, je pense qu'on peut démarrer. Déjà, nous nous excusons pour ces quelques minutes de retard que nous avons accusés. Alors, bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue à ce panel. On est au mois de janvier. Nous allons commencer par vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. Ensuite, nos salutations à nos chers auditeurs et téléspectateurs du monde entier. Vous êtes tous les bienvenus à ce très important dialogue intergénérationnel sur la paix dans le monde. C'est un privilège de vous avoir tous ici pour prendre part à cette grande conversation qui se passe actuellement à Dakar, au Sénégal, mais qu'on peut suivre partout dans le monde comme ça se fait en ligne avec cette période de COVID-19. Pour ce dialogue important, je serai votre modératrice pour conduire cet événement historique et permettez-moi également de profiter de cette occasion que Global Peace a été initié par le Centre africain pour le règlement constructif des différends des pays du Sud. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux en tant que Sénégalais que notre pays soit enfin joint aux nombreux pays du monde entier pour chercher des solutions mondiales à la paix et au développement par l'intermédiaire de Global Peace. Alors, en ce moment, au nom de l'équipe pour la paix dans le monde et de l'UN 75, je souhaite la bienvenue à nos éminents speakers et qui ont pris le temps de se joindre à nous aujourd'hui pour un excellent exercice et une conversation stimulante. Nous leur sommes très reconnaissants du temps qu'ils nous ont consacré. Et merci aussi à nos précieux spectateurs et participants qui nous ont rejoints sur Facebook, qui nous suivent également sur Zoom. Nous avons très hâte de démarrer cette conversation tout à l'heure. Et juste pour information, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, YouTube, avec le @GlobalPeace. Mais vous pouvez suivre ce live sur Facebook @GlobalPeace ou bien sur Zoom. Donc, pour ceux qui se joignent à nous sur Zoom, j'ai vu des commentaires passer tout à l'heure. Vous pouvez nous dire votre nom et de quel pays vous venez dans la boîte de dialogue. Envoyez vos commentaires, vos questions et nos speakers prendront le temps d'y répondre tout à l'heure. Donc, pour ceux qui nous regardent également sur Facebook via la page Global Peace, vous pouvez envoyer aussi vos commentaires et vos questions en commentaire et nous prendrons le soin également de les transmettre à nos speakers. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à notre organisateur pour intervenir. Il s'appelle Monsieur Firmin Rodrigue Adjiguidi, qui est l'initiateur et l'organisateur de cette session qui nous réunit cet après-midi. Rodrigue, tu as la parole. Alors, merci beaucoup, très chère modératrice. Merci pour la séance. Merci pour m'avoir donné la parole. Il est très heureux aujourd'hui, en fait, de faire partie de cette plus grande conversation mondiale. Les dialogues intergénérationnels aujourd'hui sont une plateforme pionnière où le jeune futur leader dialogue avec les dirigeants actuels sur leurs aspirations
et ce à quoi un monde meilleur devrait ressembler et offrir des contributions sur la façon de le façonner. Les dialogues intergénérationnels ont été officiellement lancés dans la ville d'Accra le 6 mai 2019 par le coprésident de l'avocate des Nations Unies pour les ODD et président du Ghana, Nana Addo Akufo-Addo, et Madame Machel en tant que présidente de Global Peace, et également avocate des Nations Unies pour les ODD. En 2020, Global Peace a organisé plusieurs dialogues intergénérationnels à travers le monde dans le cadre des initiatives du 75e anniversaire de l'ONU. Le dialogue d'aujourd'hui intergénérationnel est la 94e de la série des dialogues qu'organise Global Peace. Travaillant ensemble pour un monde meilleur, Global Peace a eu à organiser la 75e édition qui marquait le 75e anniversaire de la Fondation des Nations Unies. Un record que Global Peace a établi dans le cadre de la plus grande conversation de l'histoire mondiale pour les Nations Unies. La question est de savoir maintenant pourquoi un tel dialogue. Pourquoi un tel dialogue? Il est important de savoir que les voix des peuples soient entendues à ce moment crucial pour le monde. Collectivement, les dialogues pour l'ONU représentent le plus grand exercice jamais réalisé de collecte de l'opinion publique et de solutions de crowdsourcing aux défis mondiaux. Chaque défi est aussi l'occasion d'encourager l'action locale et de renforcer la confiance entre les groupes et les vecteurs. Vos points de vue et vos idées seront recueillis grâce à notre rapport, le partager sur la plateforme en ligne et présenté aux dirigeants mondiaux dans le cadre de la commémoration officielle du 75e anniversaire de l'ONU qui est en cours. Nous sommes impatients de partager les points de vue et les discussions du Sénégal sur la conversation mondiale pour façonner un monde meilleur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Rodrigue, pour cette intervention, pour cette introduction, je vais dire. Si on est réunis là aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit à la fin de ton propos, c'est vraiment pour réfléchir ensemble et voir comment arriver à un monde meilleur. Donc, nous ne pourrions organiser cette session sans la participation et le temps que nos speakers nous ont consacré. Donc, je veux nommer M. Badundao, qui a été fonctionnaire des douanes et qui est éditeur, qui est auteur, écrivain et directeur général de MP Solutions Agriculteurs. Nous avons aussi parmi les panélistes M. Moussa Farah Diop, je vais dire cher ami, cher président Moussa Farah, qui est entrepreneur dans l'industrie alimentaire et membre de plusieurs plateformes de jeunes. Au niveau africain également, il a été élu comme commissaire aux affaires politiques à la Commission de la jeunesse africaine. Il est également le point focal au Sénégal du projet conjoint de la justice climatique, African Activists for Climate Justice. Donc, il est aussi nommé ambassadeur vert pour le climat en Afrique en 2020. Nous aurons également l'intervention de M. Abdoulaye Cissé, qui est le président de l'amicale des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en 2020. Il est également le vice-président de l'amicale des étudiants de la FSJP en 2019. Il est membre du comité de dialogue social au niveau des établissements d'enseignement supérieur depuis 2018 et il est étudiant en master en sciences politiques à la FSJP. Alors, nous avons également M. Dibi Diakhaté, qui est professeur de sociologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est aussi directeur de la recherche à l'IAM et membre du Conseil national de régulation de l'audiovisuel du Sénégal. Nous avons parmi nous également des femmes leaders. Je veux nommer Madame Ndeyseynou Boupouy, qui est une femme d'ethnie sérère et sénégalaise originaire de la région de Kaolack.
Elle aime bien préciser cela. Elle est titulaire d'un master en gestion des projets et d'une licence en commerce international. Son expérience professionnelle s'est très vite orientée vers l'entrepreneuriat de par son éducation, car sa mère n'a cessé de l'inculquer dès son jeune âge les notions d'autonomie et d'indépendance financière. Donc, elle est à la FADEV, elle accompagne des jeunes filles et des femmes en fédérant leurs forces communes pour leur venir en support de croissance économique. Donc, tout ce qui est entrepreneuriat, jeunes filles, jeunes, c'est des questions qui l'intéressent. Mais le rôle qui fait sa fierté de tous les jours est d'être une maman engagée qui se bat auprès de sa fille de 10 ans vivant avec un léger handicap. Alors, nous avons également notre distingué Babacar Junior Diop, je pense qu'il est le plus jeune des panélistes. Il est né en 1995 dans la banlieue dakaroise et il est fondateur de l'organisation African Leaders Factory Initiative, ALFI. Donc, il est parmi les plus jeunes de sa génération en Afrique qui se sont distingués par leur engagement citoyen exemplaire et leur leadership à l'échelle internationale. Il est diplômé de l'IAM en finance internationale et de Kansas State University en leadership civique en 2018. Il a été sélectionné également dans ce prestigieux programme American Express Leader Academy Global. Il en est un alumni. Donc, nous avons également Gaëlle Babacar Mbaye, qui est une jeune citoyenne âgée de 21 ans, militante. Je rectifie, je pensais que le plus jeune, c'est Babacar, mais c'est notre chère Gaëlle. Je l'ai donnée en fait plus. Elle est militante dans la société civile sénégalaise. Elle a obtenu sa licence en droit public à l'Institut supérieur de droit de Dakar et se spécialise actuellement en master en droit international humanitaire. Donc, elle est également la présidente de l'association Walou, dont la mission est de prendre en charge les victimes de viols au triple plan médical, psychologique, judiciaire, et de mettre en place un dispositif d'alerte en cas de violence et grâce auquel elle a reçu le premier prix de l'innovation technologique dans la gestion et la prévention de la violence au Sénégal. Donc, on voit qu'on a vraiment des jeunes très actifs au niveau des causes qui interpellent les filles, qui interpellent la communauté. Alors, nous avons également, tout à l'heure, je vais faire sa présentation, notre keynote speaker, M. Aluntine, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Alors, merci d'être parmi nous. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, nous voulons que les jeunes orientent la conversation. J'ai envie, en fait, que vous nous disiez aujourd'hui comment vous pouvez guider les 4 principes de Global Peace qui sont la coopération, la tolérance, les valeurs communes, également l'édification d'économies inclusives, la protection de notre environnement commun et le partage des connaissances pour le progrès humain. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole, je viens que modérer et vous allez partager avec nous, raison pour laquelle je vais vraiment poser ma première question à Babacar Junior Diop pour lui demander aujourd'hui quels sont les principaux obstacles et défis qui bloqueront la vision de travailler ensemble pour un monde meilleur. Donc, je répète la question. Quels sont les principaux obstacles et défis qui bloqueront la vision de travailler ensemble pour un monde meilleur? Donc, si M. Diop peut prendre la parole et nous parler un peu de cette thématique. Merci beaucoup, George. J'espère que vous m'entendez bien et que vous m'entendez, n'est-ce pas? Parce que je viens de désactiver le micro. Super. Bien. Super. Merci, George, pour l'introduction. Toi aussi, tu es une très grande leader que je respecte beaucoup, qui fait beaucoup de choses et que aussi tu es très admirable. Et je te félicite. Et je félicite l'ensemble de l'équipe de Global Peace de m'avoir invité pour cette discussion qu'on va parler de paix, de sécurité et surtout de tout ce qui est intergénérationnel. Maintenant, moi, je vais décliner mon propos sur ta question très pertinente des barrières sur 5 points qui sont
très importants pour moi. Premièrement, le respect des droits de l'homme. Deuxièmement, la relation civilo-militaire, c'est-à-dire entre les civils et les militaires. Troisièmement, les moyens de résolution qui existent. Quatrièmement, les tripartis. Et cinquièmement, l'impunité. Maintenant, concernant les droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme que nous savons tous, qui a été adoptée à l'Assemblée générale des Nations unies en 1948, si nous voyons depuis 1948 jusqu'à maintenant, nous pouvons dire que beaucoup de choses se sont améliorées. Parce qu'on se rappelle de 1945 avec les guerres et les deux guerres avant 1945, la première et deuxième guerre qui s'est finie en 1945. Donc, pour vous dire que le monde vraiment s'est amélioré. Mais maintenant, est-ce qu'on peut faire mieux? C'est la question. La chose, c'est qu'on peut faire mieux. Parce que le monde n'a jamais été aussi, comment je peux dire, jamais été aussi granted, je ne sais pas comment le dire en français, granted par la nature, par Dieu, sur beaucoup de choses. Et c'est un moyen pour nous dire que mais si on a tant de choses, la technologie, l'innovation et beaucoup d'autres domaines, pourquoi ne pas améliorer les conditions de vie des plus vulnérables, surtout des plus faibles? Et donc, si nous regardons ici dans le monde, les respects des droits de l'homme ne sont pas respectés. Et c'est ça la vérité. Si vous allez en Soudan du Sud, vous voyez des gens migrer parce que tout simplement, ils n'ont pas de quoi manger. Il y a des politiciens qui sont toujours, comment dire, accroupis et toujours, ils ne laissent pas le pouvoir. Et ceux qui sont la population, ils s'en moquent. Et donc, voilà une sorte de barrière, une barrière du respect des droits de l'homme. Si on part au cas de Libye, c'est la même chose. À l'est de l'RDC, M. Tin sait ce que je dis, mais c'est encore le feu. Il y a aussi beaucoup de conflits encore, mais toujours alimentés par la politique. Et ça, c'est un énorme problème dans lequel nous devons vraiment nous engager, nous, la jeunesse, et essayer de trouver une solution. Mais les solutions ne se trouvent pas dans les mots, ne se trouvent pas dans les forums des discussions. C'est des pas diplomatiques qu'on doit faire, mais ça doit être acté. Et je pense que voilà, la solution n'est pas simplement de se rencontrer autour d'une table très jolie et de parler tout en dépensant des millions de côté, mais il faut faire des efforts de compromising, sachant que nous avons différentes cultures, nous venons de différents domaines, de différents, comment dire, areas. Donc, il faut qu'on se respecte les uns avec les autres et accepter l'autre tel qu'il est. Et je sais que ce n'est pas facile, mais c'est une amélioration à faire chez nous. Les relations entre les civils et les militaires, c'est un autre problème. Si vous voyez, même l'autre fois, j'ai été choqué de voir un casque bleu au niveau du Mali. Voilà, engosser une femme comme ça, pour te montrer le niveau et la complexité des sujets qu'on a réellement à traiter. Donc, cette relation-là, on doit faire beaucoup d'efforts et que aussi on doit faire beaucoup de formation au niveau des militaires, aussi au niveau de la société civile, savoir que les militaires sont là, pas pour être contre eux, mais pour être avec eux dans ces moments difficiles. Donc, comme le cas du Nigeria avec le Boko Haram. Donc, ça aussi, c'est une barrière vraiment à revoir dans le domaine de la formation des militaires et aussi l'engagement citoyen et le devoir citoyen des civils. Maintenant, les moyens de résolution, il faut l'améliorer en Afrique. Je pense que l'unité africaine, ce n'est pas seulement la seule plateforme. Et aussi, ne pas se limiter à le UN Security Council, parce que ce n'est pas là-bas où on peut avoir du poids, parce qu'il y a des pays qui ont des droits de veto, etc. Et donc, inaliénablement, lorsqu'ils sont contre, donc on rejette les propositions. Donc, il faut que l'Afrique elle-même, sur une plateforme, essaie de créer des institutions très solides, plus solides même que les hommes. Et c'est ça qui fera de nous une très grande puissante, je peux dire, une puissance mondiale, parce que tout simplement, nos institutions sont très faibles par rapport aux hommes qu'on a. Et pour moi, ce n'est pas comme ça qu'on peut développer un pays. Donc, les partis, c'est-à-dire la résolution, c'est très difficile de trouver, de compromettre et de trouver une solution, surtout au niveau de la politique, avec des gens qui ne veulent pas lâcher le pouvoir. Et donc, ça, c'est un problème de leadership extraordinaire qu'on a. Et je pense qu'il faudrait qu'on change notre mentalité et savoir que, voilà, que la présidence, ce n'est pas seulement pour rester pour toute une éternité. Des fois, le président Obama disait qu'à l'époque, lorsqu'il était à l'unité africaine pour tenir son discours, qu'il avait hâte de sortir de la présidence pour vivre sa nouvelle vie. Et je pense que cette mentalité-là, elle est personnelle. Moi, je ne vais pas venir apprendre le président Macky Sall comment il faut se comporter pour sortir de la présidence. C'est des décisions personnelles. Je pense que c'est du développement personnel et voilà, c'est ses valeurs et ses principes. Et je pense que si un principe essaie d'être directif par rapport à d'autres, c'est pas bon. Et je termine par l'impunité. C'est ça qui frustre nos citoyens.
C'est ça qui amène la délinquance, l'augmentation de l'agression et beaucoup d'autres choses négatives. C'est parce qu'il y a des gens qui sont au niveau de l'oligarchie, qui font ce qu'ils veulent et qui ne sont pas punis. Et c'est ça aussi une énorme barrière qu'on a, c'est qu'on a un problème de justice. Donc, justice qui est manipulée par l'oligarchie toujours, voilà. Donc, voilà les 5 barrières, si je peux dire ainsi, qu'il faut vraiment revoir, ok, et toujours qui est lié à la grande instance des instances de décision et toujours par la politique parce que qui est toujours au top. Mais aussi, je demande à nos citoyens vraiment de représenter les gens qui sont les plus faibles et les plus vulnérables, quoi. Parce que quelqu'un, quelque part dans notre vie, s'est toujours battu pour connaître cette liberté. Je pense à Saïd Touba, je pense à El Hadj Malick Sy. Cette liberté que j'ai de m'exprimer comme ça, ils se sont battus pour nous le donner. Donc, j'exhorte à tout le monde de s'engager citoyennement et de se battre et de donner les voix à celles et ceux qui sont les plus vulnérables. Merci. Ouais. C'est pertinent, Babacar, et tu as soulevé ce problème de leadership qu'on a, je ne vais pas dire au Sénégal, mais en Afrique, et le respect des droits de l'homme. Et ce leadership-là, et on parle aujourd'hui de dialogue intergénérationnel, là, on a une bonne représentation des jeunes. Et le président Moussa Farah, aujourd'hui, qui fait partie de plusieurs plateformes de jeunes. Est-ce que, Moussa, tu peux nous donner ton avis, ton point de vue par rapport à ce que vient de soulever Babacar, en axant l'argumentaire sur les obstacles et les défis qui bloquent vraiment le fait qu'on puisse travailler ensemble? Moussa Farah Diop. Oui. Merci beaucoup, Dior. Je suis très content. Allô? Oui, on t'entend très bien, Moussa. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon, tu peux y aller. D'accord, importante thématique qui est le dialogue inter-écouté, mon cher Alex. D'accord. Donc, je suis vraiment en phase de ce qu'il a parlé comme question de barrière concernant cet aspect. Et moi aussi, peut-être sur quoi je vais encore ajouter, c'est par rapport à la communication. Parce qu'on voit que aussi, peut-être ça, il y a toutes ces barrières, mais la communication aussi, c'est quelque chose des fois qui bloque une partie des actions pour qu'on puisse vraiment avoir le résultat qu'on voulait. Parce qu'aujourd'hui, dans chaque pays, dans chaque continent, il y a des réalités. Et ces réalités, c'est de ces choses qu'on doit communiquer avec les autres afin que chacun puisse vraiment comprendre et respecter les valeurs existantes par rapport d'un pays à un autre. Donc, sur ce qui a été cité aussi, je pense que, par exemple, concernant les questions de la tolérance, concernant aussi la pensée critique et la responsabilité sociétale, donc tout cela, c'est des choses, c'est des aspects qui, vraiment, des fois, quand on parle des questions de la paix, tout le temps, on a l'action de voir qu'à chaque fois qu'on parle de la paix, c'est quand il y a des conflits. Alors qu'aujourd'hui aussi, peut-être, je peux donner l'exemple du Sénégal et d'autres pays peut-être qui sont dans cette même situation. Nous ne sommes pas dans un environnement où il y a des conflits. Je ne parlerai pas de la Casamance, parce que la Casamance même, la situation quand même, elle est assez stable. Donc, mais aujourd'hui, on peut voir, par exemple, des questions concernant la tolérance, manque de tolérance, la pensée critique et la responsabilité sociétale. Donc, ça aussi, c'est des choses qui peuvent vraiment amener des questions par rapport à ces barrières. Donc, je pense qu'aujourd'hui, sur ce que nous devons faire, c'est comme l'a expliqué Babacar, la question de leadership. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment renforcer, parce que le renforcement, peut-être pour moi, ça doit venir des deux côtés, que ce soit nos gouvernants, mais aussi au niveau de la population. Parce qu'aujourd'hui aussi, peut-être nos gouvernants peuvent être à un certain niveau. Et si aujourd'hui la population
ne s'aligne pas par rapport à ça, automatiquement, ça amène des problèmes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, de ces deux côtés, nous tous, nous devons se donner la main et essayer de travailler en harmonie pour qu'on puisse avoir les résultats que nous voulons. Et en regardant aussi par rapport à tout ce qui se passe, parce que comme je pense que nous tous, on est là de voir à tout moment ce qui se passe avec, par exemple, quand il y a des élections, quand il y a des événements et tout. Donc, comment est-ce que les jeunes aussi sont utilisés par exemple, il faut que les jeunes aussi soient responsabilisés afin qu'ils puissent vraiment comprendre leur sens de leadership et qu'ils puissent eux aussi s'approprier par rapport aux lois, par exemple, qui sont au niveau de notre pays. Donc, que l'on soit vraiment responsable et qu'on comprenne un peu comment est-ce que les choses ça marchent. Parce qu'aujourd'hui aussi, on se parle tout le temps de responsabilisation, mais aussi, il faut que nous aussi, en tant que jeunes, qu'on soit formés et qu'on comprenne vraiment quand on nous responsabilise, comment est-ce qu'on doit faire telle ou telle autre chose. Ça nous permettrait vraiment d'être à des niveaux que quand on va travailler, le résultat qu'on fera sera un résultat excellent. Donc, pour le moment, c'est ça que je voulais partager par rapport à cela. Merci. Parfait. Merci, Moussa, pour cette intervention. Hein. Je suis tellement d'avis avec toi parce que c'est une discussion qui vient très souvent. Aujourd'hui, on veut montrer aux jeunes le sens du leadership. On veut qu'ils comprennent c'est quoi le leadership. On veut qu'ils s'engagent, par exemple, dans la politique, mais ils ne savent pas comment. Donc, du coup, ils font beaucoup d'erreurs. Et je pense que l'idéal, le mieux à faire, c'est vraiment de passer par la formation et voilà, de leur montrer la voie pour engager ces luttes. Babacar a parlé tout à l'heure de droits de l'homme. On a parlé tout de suite de leadership. Et tout cela m'invite à poser une question à Seynabou pour parler un peu de droits de la femme. Aujourd'hui, la vice-présidente nouvellement élue des États-Unis est une femme. Et on parle de leadership, bien sûr, et c'est la première femme à occuper ce poste. Donc aujourd'hui, Seynabou, quelle stratégie efficace pouvons-nous adopter pour autonomiser les femmes et les filles? Voilà, puisqu'on a ces exemples de leaders qui commencent vraiment à se faire connaître. Seynabou, ton micro est en mute. Là, c'est bon, j'espère. C'est bon, vous m'entendez? Très bien. Ah, d'accord, super. Désolée, hein, c'était... voilà. Effectivement, qui est une fierté hein, pour toutes les femmes. Vraiment, je pense que tout le monde a jubilé à l'annonce de... a plus jubilé à l'annonce du fait que Kamala Harris devient la vice-présidente que même que Joe Biden remplace Trump, pour les femmes en tout cas, parce que pour nous, c'est une réelle victoire de leadership féminin. Et vraiment, c'est quelque chose à saluer et c'est très inspirant. Pour répondre à la question sur l'autonomisation des femmes et des filles, moi, je pense que la promotion de l'entrepreneuriat féminin est un des aspects les plus forts, en fait, pour parler d'autonomisation des femmes et des filles. Donc, vraiment, encourager tout ce qui est activité économique pour les femmes, pour les filles, vraiment, et le biais de la promotion entrepreneuriale ne peut être que bénéfique, en fait, pour tous, que ce soit les hommes, pour la société en général. Donc, en premier lieu, il contribue déjà à la croissance économique, offre des emplois, met la femme dans un statut, disons, social beaucoup plus amélioré, l'état de santé des femmes, etc. Tout ça aussi est lié à l'autonomisation économique des femmes. Donc, c'est quelque chose de très important et de très pointu qu'il faut prendre en compte. Et on ne peut ne pas parler d'autonomisation économique des femmes sans parler de la promotion de l'entrepreneuriat. Donc, en parlant de stratégie, aujourd'hui, je pense qu'amener les femmes et les filles à comprendre déjà véritablement le sens de l'entrepreneuriat
et une stratégie de mise en place qui permet aussi à la femme et aux filles de voir et d'avoir une vision beaucoup plus large, de ne pas se limiter juste aux visions qu'on avait avant, mais vraiment d'élargir la vision, de penser plus grand, comme on dit, parce que les femmes ont besoin d'aller au-delà de la vision que les gens ont, les autres ont d'elles. Ça, vraiment, c'est des réalités féminines qu'on éprouve et qu'on vit tous les jours en tant que femme. Donc, on a besoin d'aller au-delà des regards que les gens ont ou bien qu'ils ont sur nous et d'entrevoir vraiment des rêves plus grands. On doit le faire, on a ce droit-là, on ne doit pas s'en priver. Donc, je pense que pour cela, nous avons un rôle essentiel à faire, partant sur le plaidoyer surtout, parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est pour moi la base de tout changement, c'est le plaidoyer. C'est quelque chose sur lequel on doit vraiment s'appuyer. L'autre chose, c'est vraiment la formation. On doit se former. Les femmes ont besoin de se former. On a besoin de se former à travers des formations de terrain, certes, mais des formations vraiment accréditées, des formations poussées. Les femmes ont besoin de faire des formations vraiment poussées, d'aller vers des métiers, entre guillemets, réservés autant aux hommes. Il n'y a absolument rien qui empêche les femmes d'aller vers ces métiers-là, d'aller chercher ces connaissances-là. Et je pense que le fondement aujourd'hui du leadership, la base, c'est la formation. Nous avons besoin de cette formation parce que pour aller accéder à ce leadership-là, on a besoin d'avoir une connaissance derrière, du savoir derrière, parce que c'est ça qui est la base, n'est-ce pas? Donc, on a besoin aussi de porter cette responsabilité. Et pour cela, quand même, c'est plusieurs aspects qui font un lot et qu'on appelle leadership. Et pour cela aussi, nous avons besoin d'aller en fait au-delà de la notion vraiment de travailler pour soi. C'est-à-dire vraiment, quand je parle de vision large, c'est de ne vraiment pas regarder le fait de juste travailler pour soi et gagner le peu qu'on veut gagner pour sa famille, mais aller au-delà de cette vision, créer des emplois, employer des personnes, créer vraiment tout le cadre nécessaire par rapport à ça. Les femmes doivent aller s'impliquer de plus en plus vers cela. Au Sénégal, je pense que la roue a pris et que voilà, le train est en train de se mettre en marche par rapport à cela. Mais nous avons encore beaucoup besoin d'être poussés en ce sens-là. Et créer une entreprise contribue déjà à renforcer la position des femmes. Et vraiment, le défi, c'est d'éviter d'être isolé des hommes, parce que depuis longtemps, c'est ça, c'est que les femmes sont un peu isolées par rapport à ça. Donc, on doit vraiment éviter l'isolement des hommes, tout en permettant aussi aux femmes d'accéder aux postes et aux postes décisionnels, vraiment aux postes, comme on peut dire ça, et aussi aux travaux qu'avant qui étaient réservés aux hommes. Donc, dans ce sens-là, peut-être, si je peux juste rajouter, avec le contexte actuel du Sénégal, moi, j'exhorte vraiment comme stratégie de réfléchir par rapport à l'agriculture, parce que c'est un secteur, je pense, inexploité encore pour le Sénégal, et il y a vraiment beaucoup de manque à gagner, et il faut vraiment, les femmes ont besoin d'être mobilisées, encadrées. Peut-être par rapport à mes actions, moi je suis beaucoup plus dans le monde rural, donc je suis beaucoup plus confrontée à ces réalités-là, mais les femmes ont besoin vraiment d'être encadrées et vraiment d'être mobilisées et poussées en ce sens-là, en leur donnant des terres érables, qu'elles puissent vraiment avoir leurs propres terres, qu'elles puissent cultiver leurs propres terres, vraiment valoriser les terres qu'elles ont, mais aussi cela permet aussi et empêche, pour rebondir ce que disait Babacar tout à l'heure à l'entente de ses propos, c'est d'éviter le gaspillage du patrimoine qu'on a, le patrimoine sénégalais. Donc vraiment comme stratégie, je pense que cet entrepreneuriat féminin est quelque chose sur lequel nous devons vraiment beaucoup plus pousser. Merci beaucoup, Dior. D'accord. Merci, Seynabou. Ce que je note, c'est vraiment que les femmes ont besoin de plus de formation, surtout dans les métiers techniques, d'accord? Des formations poussées et tenir des plaidoyers pour les questions qui les concernent et avoir, je vais dire, l'implication des jeunes, mais surtout des femmes également, que ce soit dans la politique, que ce soit les questions qui touchent le monde. Là, on parle de paix dans le monde, et je pense que la femme a un rôle important à jouer dans ce contexte. Donc, on va
parler maintenant de communication intergénérationnelle. Je vais poser ma prochaine question à Gaëlle, qui est dans la société civile. Gaëlle, aujourd'hui, comment penses-tu qu'on peut améliorer la communication intergénérationnelle entre les plus jeunes, les plus âgés, pour tirer parti de leur expérience et partager les stratégies de libération pour le développement? On parle de leadership, on parle de jeunes, mais on ne peut pas aller seul sans les plus âgés. Donc aujourd'hui, comment penses-tu qu'on peut améliorer ce dialogue entre les deux générations? Merci, Dior. Je salue tous les participants à ce webinaire. Alors, je le dis très souvent, nous avons besoin de l'expérience des anciens et de l'action des jeunes, ce qui ferait un cocktail explosif en faveur de l'émergence de notre pays. Alors, personnellement, j'irai du postulat selon lequel les jeunes dont on parle ici disposent déjà d'un minimum de compétences pour exprimer leur leadership. On ne peut pas parler de participation aux instances de prise de décision si nos jeunes n'ont pas les capacités requises. Et à mon avis, pour une participation effective et qualitative de ces jeunes, je considère qu'il faudrait aménager le cadre politique, mais aussi juridique, qui favorise leur participation en adoptant deux approches. Et pour aller très vite et de manière pragmatique, je compte m'appesantir sur 2 points. D'abord, sur l'instauration d'un quota dans les instances de prise de décision. Et je pense que cette approche peut s'inspirer de la loi instaurant la parité au Sénégal. Et très souvent, dans le cadre de mon militantisme, parce que je suis une militante convaincue des droits et libertés fondamentales des femmes et des filles, comme Seynabou Pouy, je le dis très souvent, est-ce qu'il faudrait prôner la parité au détriment de la compétence? Juste pour assurer une équité, une égalité de genre, mystère et boule de gomme, je pense qu'il faudrait qu'on aille vers la recherche, qu'on aille vers les productions d'idées, qu'on aille vers le renforcement de capacités, l'accroissement des connaissances, si je peux le dire ainsi. Et les compétences, genre, ce n'est pas seulement du point de vue intellectuel, mais aussi du point de vue de la citoyenneté. À mon avis, le jeune, c'est cette personne qui se pose tous les jours la question à savoir quel est l'impact que je peux produire vis-à-vis de ma communauté. Jean-Jacques Rousseau disait très souvent que la vieillesse, c'est l'âge de la sagesse et la jeunesse, c'est l'âge de la pratiquer. Et la deuxième approche consisterait là à aligner l'âge d'éligibilité à l'âge d'électeur, notamment pour les élections législatives. À mon avis, quand on est électeur, c'est parce qu'on est éligible. Au Sénégal, l'âge minimum est de 25 ans pour figurer dans une liste aux élections législatives, ce qui est une amputation à leur droit de s'exprimer dans ces grandes instances de prise de décision à l'Assemblée nationale où nos voix sont portées, où pratiquement tout est régulé dans ce Parlement. Or, je l'ai dit tout de suite, si on est électeur, jouissant donc du pouvoir de mettre à la tête d'une instance locale, c'est parce qu'on est capable également d'être éligible au sein de sa localité, au sein de sa collectivité, bien évidemment pour porter la voix de tous ces jeunes, mais également de toute une population de manière générale, que ce soit les jeunes, que ce soit ces personnes qui aujourd'hui ont été sur le terrain durant des années, et j'en profite pour rendre hommage au doyen Alioune Tine. Je suis à quelques kilomètres de lui, à Ziguinchor, en Casamance. Alors, donc, c'est des politiques qui sont censées se faire d'abord à l'interne, c'est-à-dire dans les partis politiques, mais également dans la société civile et dans les mouvements de syndicats, mais aussi un combat institutionnel au double plan juridique et politique. Et là, j'en profite pour lancer un message à tous les jeunes. On ne peut pas aujourd'hui revendiquer des droits. Oui, donnez-nous nos droits, alors que nous n'avons pas les compétences requises. Nous avons besoin des anciens. Et c'est un message que je lance. Apprenez, travaillez et participez dans ces instances de prise de décision. J'en fais aujourd'hui un plaidoyer et j'espère que chacun d'entre vous pourra porter le plaidoyer dans sa structure, dans son organisation, à des niveaux différents, dans nos cadres respectifs. Et j'en appelle à tous les acteurs. Nous voulons un quota de jeunes dans les instances, mais également l'implication et donc sans doute l'expérience des anciens. Voilà, ramener l'âge à la majorité, parce que si on est électeur, je persiste encore une fois, c'est parce qu'on est éligible. Merci Georges, j'espère n'avoir pas été très longue. Je suis censée bouger tout de suite. Il n'y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Des cours riches et pertinents à la fois.
Donc, on a retenu le message et je pense que nous allons à notre tour transmettre le message aux jeunes, sachant que l'engagement commence chez soi, dans sa communauté, dans sa localité. On doit être des porteurs de voix, on doit s'engager davantage également dans les mouvements de syndicats pour, voilà, parce que nos voix comptent également. Alors, mesdames et messieurs, chers participants, le moment est venu également de vous présenter notre speaker, notre keynote speaker, qui donnera également le ton à cette merveilleuse conversation. Je vous prie d'accueillir Monsieur Alioune Tine, qui est expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits humains au Mali depuis mars 2018. Études universitaires à Lyon. Il a fait ses études universitaires à Lyon 2. Il a travaillé sur sa thèse de doctorat de linguistique et sémiologie de la communication et des textes en 1981. Il a enseigné la littérature africaine et la grammaire française à l'UQAT de 1981 à 2010. Il est secrétaire général de la RADDHO et le président de 1998 à 2012. Il est aussi le président du Comité sénégalais des droits de l'homme de 2013 à 2015. Il a été également le directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de 2015 à 2018. Il a été également coordonnateur pour l'Afrique de la Conférence mondiale contre le racisme à Dublin en 2001 et il a publié des ouvrages et des articles sur la littérature, la politique, les droits humains et également le fondateur d'Africadium Center. Une personnalité vraiment que j'admire et surtout pour son engagement auprès des jeunes, pour leur montrer un peu également la voie comme on parlait tout à l'heure. Donc, je vais sans plus tarder lui passer la parole et lui demander à Monsieur Tine, d'après votre expérience, comment pouvons-nous collectivement combler l'écart entre le monde que nous espérons et le monde qui pourrait en résulter si nous ne gérons pas mieux les tendances actuelles dans le monde? Je vous donne la parole, Monsieur Alioune Tine. Si vous pouvez activer votre micro également, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier très sincèrement de m'avoir invité et de m'avoir associé à cette discussion, à ce débat extrêmement important. Ce que j'ai apprécié, c'est effectivement le concept de relation intergénérationnelle. Parce que d'habitude, on parle de conflit générationnel. Mais il nous faut effectivement bâtir une relation intergénérationnelle avec les jeunes, qui sont aujourd'hui les populations les plus importantes du point de vue du nombre en Afrique, qui ont l'énergie, qui ont les valeurs de spontanéité, d'engagement, de courage. Les jeunes qui arrivent à un moment, effectivement, où vraiment nous vivons une période assez sombre de l'histoire de façon globale, de la démocratie de façon globale, des droits humains, et maintenant la pandémie. Donc, quand je parle de solution de relations intergénérationnelles, c'est pour partir d'abord de mon expérience personnelle que j'ai vécue avec les jeunes, notamment lors des événements du 23 juin 2011. 23 juin 2011, les principaux acteurs qui ont permis le succès, c'est les jeunes. Et les jeunes, c'est aujourd'hui la génération qui doit prendre conscience de sa mission, qui doit connaître le contexte, c'est extrêmement important, et qui doit s'appuyer bien sûr aussi sur l'expérience des autres, l'expérience des seniors, comme je les appelle, des gens comme nous. C'est parce qu'on a une expérience, c'est parce qu'on a un parcours, c'est parce qu'on a des visions. Et effectivement, avec cela, nous pouvons connaître quelles sont les impasses et quels sont effectivement les champs qui sont des champs en friche sur lesquels il faut travailler ensemble effectivement pour promouvoir
la paix. C'est extrêmement important parce que nous vivons dans un contexte où nous avons des conflits partout. Et comprendre effectivement quel est le ressort des dynamiques de conflit, quel est le ressort des dynamiques de paix, et effectivement saisir les ressorts de dynamique de paix pour voir quelle doit être vraiment la participation des jeunes. Et pour savoir quelle est la responsabilité et la participation des jeunes, il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, il faut que nous construisons ce qu'on appelle une citoyenneté capacitaire et une citoyenneté responsable. Et il me semble qu'il y a effectivement certains jeunes, un certain nombre de segments de la jeunesse qui sont dans la construction vraiment de la citoyenneté capacitaire et de la citoyenneté responsable. Et parmi ces jeunes, je vous place parmi ces jeunes, vous, cette génération, votre génération. Parce que quand nous regardons aujourd'hui par rapport à l'imaginaire des jeunes, nous avons distingué à peu près 3 types de jeunes aujourd'hui qui sont confrontés au contexte dans lequel nous sommes. Contexte de chômage, contexte de conflit armé, contexte d'une démocratie qui se dégrade, d'une sécurité qui se dégrade partout. Nous avons ceux qui tournent les armes contre les pays que j'appelle les djihadistes, qui se disent qu'il faut tout détruire, tout casser et reconstruire un monde neuf, effectivement, sur les cendres vraiment du monde actuel. Et il me semble qu'effectivement, ils sont responsables, eux aussi, de la situation actuelle et ces réponses sont de fausses réponses. Il y a d'autres qui se disent, tiens, il n'y a pas d'avenir en Afrique. Notre Afrique est ailleurs. Quitte à mourir, mais effectivement, il faut quitter le continent. Et c'est ceux qui ont choisi vraiment le chemin de l'exode, la voie de l'exode. Ça aussi, c'est une impasse. Et effectivement, on le voit partout, tous les jours, que ce soit ceux qui prennent le chemin du désert ou ceux qui prennent effectivement les voies de la mer pour y aller. Tous les jours que Dieu fait, on le voit. Mais il y a vous, et il y a effectivement ceux qui font la révolution, mais parce que vous êtes aussi dans la révolution. Ce n'est pas une révolution avec les armes, ce n'est pas une révolution avec les kalash, mais c'est une révolution avec le débat scientifique. C'est une révolution avec la discussion, avec la réinvention de la réalité dans laquelle nous vivons et qui sont des questions que vous posez sur la question de la parité, sur la question de la non-discrimination, sur la question effectivement de vous impliquer, la question du leadership, qui est une question extrêmement importante qu'il faut prendre en charge et qu'il faut savoir aussi comment il faut s'organiser pour que la voix des jeunes porte. Il me semble que ça, c'est très important. Les jeunes ne doivent pas être tout simplement pour les partis politiques et également pour certaines organisations, ce qu'on peut appeler, si vous voulez, la chair à canon, qui vont dans les manifs, qui se font tuer, etc. Pas seulement ça, mais il faut qu'ils participent à la réflexion. Il faut qu'ils participent à la décision. Il faut qu'ils participent à l'initiation. Il faut qu'ils soient impliqués. Mais cela aussi, ça implique que les jeunes s'organisent. C'est ça. Quel type d'organisation il faut faire? S'ils sont impliqués dans la politique, comment peuvent-ils faire pour se faire entendre? Comment peuvent-ils faire pour promouvoir les valeurs de ce qu'on peut appeler un bon gouvernement? Parce que la mal-représentation, c'est ce qui crée aussi la dégradation de la démocratie qu'on vit aussi avec de plus en plus l'émergence des autoritarismes. Face à ça, face également aussi à la crise de la démocratie, la crise du suffrage universel, dont souffrent souvent les jeunes quand on regarde partout où il y a les conflits à cause des élections, quand il y a des manifestations, quand on voit ceux qui meurent, ce sont les jeunes. Ça ne veut pas dire que les jeunes ne doivent pas s'engager. Au contraire, ça veut dire que les jeunes sont engagés, les jeunes sont sur le terrain, mais il ne faut pas que ça. Il ne faut pas que ça. Les jeunes doivent être dans la gouvernance. Et de ce point de vue aussi, je pense que le premier des problèmes, c'est se former. Et dans le cadre des relations que nous avons, relations intergénérationnelles, il me semble que notre rôle, c'est un peu de contribuer à la formation. C'est un peu de contribuer à la relève. C'est un peu de contribuer à l'émergence, à la promotion vraiment d'une conscience citoyenne, d'une conscience effectivement que nous avons une responsabilité, notre responsabilité de contribuer effectivement à la paix, de contribuer au développement, de contribuer vraiment à l'émergence vraiment de notre pays. Et ça, c'est extrêmement important. Ça aussi, c'est par la formation.
ça aussi, c'est par, je veux dire, la reconnaissance et la conscience profonde de qui on est. C'est très important de savoir qui on est et de savoir également où on va et de savoir d'où on vient. Parce que, par exemple, pour l'histoire de la démocratie, de son développement dans notre pays depuis peut-être les moments où, après l'esclavage et peut-être après l'indépendance, c'est extrêmement important de connaître ces étapes. Ces étapes aussi, ce sont des gens de ma génération qui peuvent expliquer ce qui est arrivé dans les années 63, qui peuvent expliquer comment on est arrivé dans les années 70 à avoir le multipartisme et quel a été notre rôle. On a été effectivement dans les partis politiques, clandestins et tout. Et effectivement, ce rôle a fait en sorte que nous ayons connu le multipartisme officiel, que nous ayons connu aussi ce qu'on appelle les alternances démocratiques et que nous connaissons aujourd'hui des crises parce que nous n'avons pas suffisamment réfléchi sur les transitions démocratiques. Aujourd'hui, Africa Jom Center est effectivement un espace où nous réfléchissons pour dire repenser les transitions démocratiques. Mais dans repenser les transitions démocratiques, quel doit être le rôle de la jeunesse à l'heure actuelle? Notre rôle aussi au niveau de Africa Jom Center, parce que Africa Jom Center, c'est un lien pour nous avec la jeunesse, parce que l'Africa Jom Center, à part Alioune Tine, c'est formé de doctorants qui travaillent, qui réfléchissent tous les jours sur des thèmes, sur les questions de l'écologie. C'est important parce que nous avons aujourd'hui une provision de ressources. Et la provision de ressources a créé aussi beaucoup d'appétits, pas seulement des appétits sur le plan local, mais c'est des appétits sur le plan international. Et si on ne fait pas attention, effectivement, là où il y a le pétrole, là où il y a les ressources, il y a les conflits. Alors, est-ce qu'il faut privilégier le pétrole, le gaz, le diamant avec tous les problèmes de préemption d'abord et, si vous voulez aussi, de prédation des ressources, ou tout simplement faut-il développer d'abord la culture, la prise de conscience qui nous permet demain, une fois que nous aurons nos ressources, une fois que nous avons nos ressources, qu'on sache comment effectivement en profiter, d'abord pour les populations locales, et aussi comment préserver l'environnement, parce que, vous savez, avec ce qui se passe à Ndiaga, nous devons réfléchir sur les relations entre aujourd'hui l'environnement et la question des ressources minérales. Je pense que voilà des questions sur lesquelles nous pouvons discuter. Et effectivement, Africa Jom, c'est un lien. Twitter et les réseaux sociaux aussi. C'est un lien que nous avons créé avec la jeunesse, où nous réfléchissons ensemble, où elle pose des questions, nous répondons. Et il y a une forme d'interaction qui fait que tous les deux, entre les jeunesses et des gens de ma génération, nous pouvons nous parler, se parler. Or, il y a très peu de gens de ma génération qui sont effectivement branchés sur les réseaux sociaux. On est rare. Chaque fois, je leur dis, mais ils ont peur. Parce que nous, on nous appelle les BBC. Mais votre rôle aussi, parce que moi, si je suis dedans, c'est parce que c'est les jeunes qui m'ont formé. C'est les jeunes qui m'ont formé, qui m'ont ouvert mes comptes à Facebook, à Twitter, Instagram et autres. Et TikTok, je suis à TikTok parce qu'il y a beaucoup d'informations indépendamment de ce que nous pouvons voir comme l'humour, nous pouvons voir comme la cuisine, nous pouvons voir comme les questions religieuses. Il y a énormément d'informations scientifiques, historiques qu'on trouve aussi à TikTok. Quand je suis à TikTok, les gens ils rigolent, mais je dis non, mais il y a énormément d'informations qu'on voit. L'information où effectivement quelqu'un comme Trump haranguait les foules, la vidéo c'est dans TikTok que j'ai vu ça. Voilà. Je dis ça de façon globale pour que vous puissiez aussi à votre tour, si vous avez des questions très précises, si vous avez des préoccupations très précises, effectivement aussi le faire. En disant aux jeunes aussi, faites de la politique. Faites de la politique. Sinon, on va décider à votre place. Faites de la politique. Faire de la politique, ce n'est pas seulement être dans un parti politique. Faire de la politique, ce n'est pas seulement, si vous voulez, aller voter. Faire de la politique, c'est travailler, effectivement, penser les transitions démocratiques et savoir que la démocratie ne se réduit pas exclusivement à l'élection. L'élection, c'est un moment fort de la démocratie, mais ce n'est pas le seul moment et le moment unique de la démocratie. Ce n'est pas le seul moment, parce que ce moment-là, aujourd'hui, est dans une crise extrêmement profonde. Donc, il faut explorer également d'autres voies. L'état de droit, ce n'est pas suffisant. Les droits humains, ce n'est pas seulement les droits civils et politiques, c'est les droits économiques,
sociaux et culturels. Et donc, nous sommes en train de réfléchir aussi au niveau de Africa Jom Center sur un concept qui s'appelle état de droit social. Parce que le social, là, il est extrêmement important. Parce que le fait, effectivement, qu'on a affaibli le social, qu'on a oublié le social avec les programmes d'ajustement structurel, fait qu'effectivement, on a dégradé les hôpitaux, on a dégradé l'école, on a dégradé l'enseignement, si bien que quand on a une élite ici aussi, l'élite n'a même pas confiance à ses institutions scolaires, sanitaires et autres. Donc, c'est un chantier immense qui s'ouvre à la jeunesse d'aujourd'hui et qui fait qu'il faut qu'elle se mobilise de plus en plus. Il faut effectivement qu'elle se conscientise de plus en plus. Et de plus en plus aussi, il faut qu'elle se connecte aussi à la génération d'avant. Je vous remercie. Nous vous remercions, Monsieur Tin, pour ce, je vais l'appeler plaidoyer à l'endroit des jeunes, mais également de nos seniors. Vous l'avez dit, hein, tout est dans la participation, dans l'implication, dans l'organisation et la formation. En tout cas, c'est les 4 mots-clés que j'ai retenus. Et j'en profite pour vous féliciter également pour le travail que vous abattez à Africa Jom. Donc aujourd'hui, on doit se rapprocher des seniors, mais vous aussi, vous pouvez vous rapprocher des jeunes. Et je pense que c'est aujourd'hui l'objectif de Africa Jom. Vous allez exactement là où se trouvent les jeunes pour les avoir, c'est les réseaux sociaux. Et on voit que vous êtes très réactifs aux commentaires, aux interventions et vous participez. Vous ne manquez pas également à apporter des éclaircissements des fois s'il y a par exemple des personnes qui sortent un peu du sujet, etc. Donc en tout cas, et ce que je retiens d'autre qui est vraiment un message fort à l'endroit des jeunes, c'est vraiment de savoir d'où l'on vient pour savoir maintenant où on va. Donc nous vous remercions vraiment pour ce plaidoyer. Et je pense que nous allons retenir cette partie de l'enregistrement et réécouter ça très, très souvent pour maintenant transmettre également ce message aux plus jeunes. Je m'adresse maintenant à Abdoulaye Cissé parce que quand on parle de dialogue intergénérationnel, on a fini tout de suite les propos avec M. Tin. Donc, on s'adresse à lui pour lui demander aujourd'hui qu'est-ce qu'il pense de ce dialogue, Abdoulaye. Comment améliorer aujourd'hui la communication en tant que jeune? Qu'est-ce que vous en pensez? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à moi, à la modératrice Biri Major. Bonsoir à mon grand-père, M. Alioutine. Et ça, c'est que c'est avec un plaisir immense que je suis là en tant que jeune, mais en tant que représentant des jeunes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique est peuplée de jeunes. Et les jeunes doivent prendre leurs responsabilités pour participer au développement et de l'Afrique et du monde. Et M. Tin a fait un exposé brillant que j'ai du mal à prendre la parole parce qu'on ne peut pas avancer dans la vie sans savoir qui on est. Donc, il est très important toujours de partir sur ce postulat de départ pour réussir sa vie. Donc, je vais citer tout à l'heure Frantz Fanon qui disait que chaque génération découvre sa mission, l'accomplit ou la trahit. Et je pense qu'aujourd'hui, moi qui a eu à écrire mon mémoire sur l'impact des politiques publiques sur les conditions de vie des populations âgées. Donc, le plan Sésame, c'est une politique qui est dédiée aux personnes âgées de 60 ans et plus. J'ai écrit mon mémoire sur cela. Mais lorsque je faisais mes enquêtes, presque sur 6 seniors, entre guillemets, que j'ai eu à interroger, ils me disent que voilà, maintenant les jeunes ne s'occupent plus de nous comme ce qui se faisait à l'avant. Et on convoque encore une fois Amadou Hampâté-Bâ, qui disait qu'en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Maintenant, ce postulat n'est plus presque pas d'actualité, puisque les jeunes, par exemple, traitent les vieux de fous, d'immobilisme, et les vieux aussi pensent que les jeunes, voilà, maintenant on a des jeunes du 21e siècle. Parfois même vous parlez avec un jeune, on vous dit nous sommes au 21e siècle. Les choses de vieux, c'est dépassé. Et je pense
dialogue intergénérationnel, il faudrait que chaque partie respecte l'autre. Sinon, si cela n'est pas fait, on n'ira nulle part. Puisque pour avoir un bon dialogue, il faudrait que l'ensemble des parties se respectent. Les vieux, comme on dit dans la tradition, les vieux doivent reconnaître que les jeunes sont des enfants, mais aussi les jeunes aussi doivent savoir que les vieux sont des bibliothèques. Et ce n'est pas pour rien qu'on passe par l'éducation, le processus de socialisation. Tout ce qu'on acquiert, ce sont les vieux qui nous les ont légués. Je pense que par le respect, on pourra avoir un bon dialogue parce qu'on ne peut rien savoir sans la connaissance des vieux, sans le partage de l'expérience vécue par l'ensemble des générations. Et cette expérience, ce sont seulement les vieux qui peuvent nous les transmettre. Et Machiavel même, lorsqu'il théorisait le gouvernement, il disait qu'un bon leader doit avoir la force du lion, mais aussi la ruse du renard. Donc, on est obligé de convoquer les vieux pour réussir notre vie. Et tout à l'heure même, M. Tin l'a signalé. Donc, j'invite les jeunes à, comment dire, dans la politique. Moi-même qui vous parle, j'ai annoncé il y a de cela quelques semaines que je suis candidat dans ma localité. Donc, lorsque je l'ai dit à la télé, j'ai eu des interpellations, des jeunes qui m'ont dit que tu veux te faire tuer, c'est très tôt, par-ci, par-là. Donc, si les anciens entendent ça, donc cela pourrait aller à notre défaveur. Je pense que nous sommes des citoyens et on a le même droit que les autres. Donc, je pense qu'on ne doit pas laisser la place aux autres. On peut occuper ensemble la place et ensemble participer à l'essor, au développement de notre pays avec le plus grand respect de tout un chacun. C'est mon point de vue. Merci Abdoulaye pour ce rebondissement sur les propos de M. Tin et en passant, nous vous encourageons vraiment sur la dynamique que vous avez entreprise, le fait de vous lancer dans la politique, être candidat dans votre localité. Vous avez tous nos encouragements et félicitations également pour cet engagement. Et je note également, ayant la force du lion et la ruse du renard. Donc, je vais parler maintenant un peu de technologie, d'accord? Je vais adresser ma prochaine question à M. Djiby Diakhaté. Aujourd'hui, M. Diakhaté, avec les progrès de la technologie, il y aura peut-être du développement à l'avenir, hein? Mais quand on regarde les tensions géopolitiques actuelles, on se demande si on aura la paix. Donc, que faut-il faire? Que pensez-vous de ce dérèglement, de ces tensions qui peuvent apporter, voilà, on se demande vraiment si on aura la paix avec cela. Que pensez-vous c'est quoi votre avis par rapport à cela, M. Diakhaté? Merci beaucoup. Je voudrais commencer par vous féliciter les initiateurs de cette activité et féliciter tous les intervenants parce que j'ai suivi très attentivement les communications qui ont été faites par les uns et les autres. Alors, je voudrais simplement, avant d'engager la réponse à cette question, dire un mot sur le dialogue entre les générations. À mon avis, et je crois que M. Tin, mon ami et frère, a raison, nous devons plutôt aller de plus en plus vers la notion de transgénération. L'idée que des générations homogènes coupées les unes des autres ne fonctionne que sous une forme de vue de l'esprit. En réalité, il n'y a pas de génération totalement homogène, des vieux qui seraient d'un côté et des jeunes qui seraient de l'autre. Vous pouvez trouver des jeunes parmi les vieux comme vous pouvez trouver des vieux parmi les jeunes. En réalité, c'est la notion de transgénération qui fait qu'au Sénégal, très souvent, nous faisons la confusion entre l'ancienneté et l'expérience. Ce n'est pas forcément parce qu'on est ancien qu'on est expérimenté. Ce n'est pas parce que forcément on est jeune qu'on n'a aucune expérience. Je crois qu'il faut faire cette distinction-là et montrer qu'il y a possibilité pour les jeunes de se hisser à un niveau élevé et que de toute façon, les personnes les plus âgées peuvent être du côté des jeunes d'une certaine manière, les accompagner et être à leur écoute, etc. C'est pour cette raison que les Bambara disent bien que si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Maintenant, par rapport à la réponse à votre question, moi, le développement de la technologie ne pose problème que si derrière, il n'y a pas la notion d'humain au centre du dispositif.
L'outil que la technologie met à notre disposition n'est qu'un outil. C'est nous qui nous en servons. En réalité, tout dépend de ce que nous faisons de l'outil. Donc, finalement, ce qui est important, c'est la formation de l'individu aux valeurs. Une fois que l'individu est formé à un certain nombre de valeurs, à un certain nombre de principes, s'il a un idéal qui est un idéal humain, n'importe quel outil qu'il a à sa disposition travaillerait dans le sens du progrès de l'humain. Par contre, lorsque nous avons au plus profond de nous-mêmes un problème de crise des valeurs, un outil peut être dangereux, même si au départ, l'outil était destiné à servir à un objectif plus ou moins positif. Par exemple, un médicament, c'est un outil, mais on peut l'utiliser à d'autres fins. Un couteau peut être un outil. On peut l'utiliser à d'autres fins. Ce que je veux dire, c'est que tout dépend de l'humain, tout dépend de celui qui utilise l'outil. C'est pourquoi quelqu'un comme Jacques Ellul parle du bluff technologique. Il dit qu'il y a bluff lorsqu'on veut donner à la technologie une certaine autonomie, en disant que la technique n'a rien à voir avec nous. En fait, la technique a à voir avec nous, de l'usage qu'on a fait. Donc, je crois qu'au fond, l'idée est d'initier les personnes, l'idée est de former les personnes, l'idée et de faire en sorte que les personnes soient pétries de valeurs. Et à ce niveau-là, il y a la famille, il y a l'école, il y a la communauté, il y a les modèles, les référents que l'on doit donner aux personnes de façon générale. Et une fois que cela est fait, je crois que même si on met à notre disposition un outil qui au départ peut être dangereux, nous ne pouvons en faire qu'un usage positif. Donc, encore une fois, pour moi, l'élément le plus important en termes de technologie, c'est l'éducation. Vous prenez Facebook, vous prenez n'importe quel réseau social, tout dépend de l'usage qu'on a fait. Je crois qu'en fait, Internet, c'était pour la générosité, c'était pour le partage d'idées, c'était pour le partage de connaissances, c'était pour la rencontre, c'était pour l'intersubjectivité. Mais vous voyez, aujourd'hui, on parle de cybercriminalité, on parle de cyberbanditisme, on parle de cyberescroquerie. Donc, tout dépend en définitive de l'usage qu'on a fait et qu'il est important à partir de ce moment-là de mettre l'accent sur l'initiation. En Afrique, on sait ce que signifie l'initiation, c'est préparer l'individu à faire en sorte qu'il se développe en lui, non pas le rousse, mais le djomb. C'est-à-dire faire en sorte que l'individu soit totalement garant des actes qu'il pose, mais qu'il travaille dans le sens du progrès de l'humain au sens le plus noble du terme. Je vous remercie. D'accord. Monsieur Garati, si vous permettez, parce que en parlant de technologie, en parlant du vous nous avez dit voilà, qu'il faut davantage initier et former, mettre en avant les valeurs. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, ça passe par l'éducation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'éducation est au cœur? Parce qu'on voit la génération de nos mamans, de nos parents et cette génération-là, c'est comme si c'est l'outil qu'on met plus en avant que l'éducation. Il y a, par exemple, il n'y a pas beaucoup de culture, par exemple, digitale, il n'y a pas beaucoup de culture sur les technologies que nous utilisons. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas mettre davantage en avant cette éducation en passant par la famille, à l'école et ensuite mettre en second plan les outils que nous utilisons? Je suis parfaitement d'accord. Il faut une éducation. J'ai préfacé récemment un ouvrage qui parle de Facebook. Et je crois que c'est important, cette éducation aux nouvelles technologies. Sinon, en fait, nous allons nous mouvoir dans un espace digital, nous allons nous mouvoir dans un territoire que nous ne contrôlons pas, que nous ne maîtrisons pas. Je crois que c'est important, effectivement, que l'éducation intègre cette disposition, intègre ce phénomène-là. Aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent une réalité. Ils sont venus peupler notre univers et le monde, comme nous l'avons dit, se présente de plus en plus comme un village. Les prouesses technologiques ont renforcé le rapprochement entre les différentes entités du monde. Et à partir de ce moment-là, il ne s'agit pas plus de dire entre nous et les autres, mais les autres sont avec nous. Et nous sommes avec les autres. C'est devenu un village. J'aime bien le titre de cette émission de RFI qui dit 7 milliards de voisins. En fait, nous sommes tous des voisins et le monde est devenu un village. Et dans ce dispositif de voisinage, nous avons besoin d'avoir les réflexes les plus adaptés. Sinon, nous risquons de faire hors-jeu parce que nous ne jouons pas le jeu convenablement. Et ça suppose évidemment une préparation, ça suppose une propédeutique et ça doit passer par la famille, se prolonger par l'école, la communauté et après, tous les vecteurs de communication devraient travailler à faire en sorte que les uns et les autres soient bien préparés pour user de ces nouveaux outils de la façon la plus convenable qui soit.
D'accord, merci Monsieur Diakhaté. Maintenant, à présent, je vais me retourner auprès de Monsieur Badou Ndao. Est-ce que Monsieur Ndao, vous pouvez nous partager votre point de vue sur cette discussion qui est au cœur de cette session, qui est le dialogue intergénérationnel, et nous dire également comment nous assurer que nous puissions poursuivre les relations internationales que nous avons à l'exclusion des relations intranationales. Parce qu'aujourd'hui, oui, on est au Sénégal, mais on est également rattaché, on parle de l'ONU, on parle de l'Union africaine. Comment maintenir aujourd'hui cette relation que nous avons avec eux? Monsieur Ndao, vous avez la parole. Bonjour à tout le monde. Vous m'entendez? Très bien, monsieur Ndao. Voilà, merci. Bon, donc, je salue tout le monde, particulièrement tous les jeunes qui sont là. Je vous remercie encore de l'honneur que vous m'avez fait. Et je salue au passage mon ami et mon doyen Alioune Tine, l'Africain le plus fatigué du siècle. Donc, moi, je travaille depuis des années sur les jeunes, particulièrement. Étant jeune, je travaillais sur comment trouver des solutions pour nous-mêmes. Et je n'ai pas cessé ce combat. Aujourd'hui, à 60 et quelques années, j'en suis toujours à ce combat. Mais je crois qu'il y a une chose que nous occultons souvent. Et quand on pose des problèmes, en fait, on ne se focalise pas sur l'origine de nos problèmes. Parce qu'il y a eu des actes qui ont été posés et qui ont touché ce qu'il y a de fondamental dans nos sociétés, dans les sociétés mondiales, on peut le dire, mais surtout africaines, qui est la famille. Donc, qui est la première cellule d'initiation, d'éducation, et que chez nous en Afrique, où on puisse aller, on revient à la famille. Donc, c'est quelque chose qui est présente dans nos actions, dans nos relations entre parents et enfants, dans nos relations dans la famille, dans le voisinage et globalement dans nos communautés, pour y aller vers ce qu'est la formidable nation sénégalaise qui a tourné à la mayonnaise et qui nous a donné cette paix-là et cette concorde dans lesquelles nous vivons. Donc, je crois que le problème qu'il y a ici, M. Cissé, j'ai beaucoup apprécié ça, qui dit qu'il n'y a pas effectivement des vieux d'un côté et des jeunes de l'autre, et ainsi de suite. Il y a des comportements. Et ce sont ces comportements-là qui, justement, vont séparer, qui transcendent les âges. Bon. Donc, il y a eu un fait qui, à mon avis, a été la première rupture de notre société, disons, qui s'est attaquée à la famille. Quand Diouf, en 93, ou je ne sais plus quand, prenait la mesure de faire la journée continue, il n'avait pas appréhendé les conséquences, les terribles conséquences que cette mesure économique qu'il avait qualifié d'économique allait avoir sur les familles. Parce que, quand même, autour du bol à midi, le bol de midi, c'est un formidable outil d'éducation, de partage, qui permet, ce bol de midi
de tuer l'individualisme que nous voyons aujourd'hui, qui galope à une vitesse effrayante. Et cette petite retrouvaille qui faisait de la famille donc un creuset d'éducation, un objet réel d'appartenance à une cellule, parce que l'individu, c'est un peu comme ça, comme tous les animaux, même les animaux, on appartient à une cellule, donc à une meute ou en tout cas l'individu, il a le sentiment d'appartenir à un. Maintenant, tout ça, ça a fait quoi? Ça a fait que le dialogue, la transmission de valeurs, parce que les valeurs, ce ne sont pas simplement des valeurs marchandes. Par exemple, oui, le père qui va chercher la dépense, qui revient, qui donne à manger, non. En dehors de cela, il y a des liens que l'on doit tisser. Il y a des valeurs d'éducation qui justement transmises lors de ces petites réunions. Maintenant, ces réunions-là n'existent plus. Chacun vient, trouve son petit plat, mange, machin, développe carrément un truc. Il y a autre chose, il y a l'architecture. L'architecture qui est, à mon avis, le legs le plus néfaste que d'autres civilisations nous ont laissé. Donc, on a d'autres systèmes de vie dans des espaces qui ne favorisent plus notre propension à être ensemble, à se regrouper, que ce soit autour du bol, que ce soit autour du truc, autour de là, à parler ou à, je sais pas. Donc, c'est l'architecture qui ne le permet plus. Donc, c'est cette architecture-là qui a fait que maintenant, on a des couples. Et dans ces couples-là, bon, c'est des couples qui sont carrément isolés. La famille, donc, et les chaînons se sont interrompus. Il y a des chaînons manquants. Alors, ce qui fait quoi? Ce qui fait que là où on trouvait la grand-mère ou le grand-père, la tante, tous ces éléments qui faisaient le ciment, n'est-ce pas, d'une famille, on ne les retrouve plus. Donc, l'absence de dialogue est assez claire, non pas entre générations, entre vieux et jeunes et tout, mais entre des membres de la famille, alors, dans laquelle famille, chacun a un rôle de transmission, d'éducation, donc de solidarité, et ainsi de suite. Alors, maintenant, il nous faudrait recomposer notre société en tenant compte, bien évidemment, de tout ça, de l'architecture, de la modernité, des changements normaux qu'impose le développement, comme on dit, et les nouveaux comportements, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes dans la cellule familiale. Donc, je crois qu'il faut une recomposition. Et dans cette recomposition-là, il faudrait quoi? Il faudrait à peu près réinventer une société qui est adaptée à nos mœurs et à nos valeurs. Donc, amener une jeunesse. Oui, vous pouvez finir rapidement l'intervention. Ben, voilà, c'est que je voulais dire, juste que maintenant, bon, il faudrait que les jeunes, qu'on puisse les amener à connaître les priorités, à s'occuper de nos priorités. Nos priorités, c'est de s'alimenter, c'est d'avoir des indépendances. D'avoir des indépendances par rapport donc à l'indépendance alimentaire. Et tout ça, ce sont des activités, des choses qui sont des missions de la jeunesse. Donc, bon, je ne sais pas combien de temps j'avais, je regardais mon truc là, je parle peut-être pendant un truc. Mais en gros, à 5 minutes. En gros. Oui. D'accord, ok, excusez-moi. Donc, en gros, c'est ce que je voulais dire. Bon, et je remercie tout le monde, je remercie et je vous encourage aussi, d'essayer de ne pas s'arrêter à créer un truc comme ça, mais de faire en sorte que cela puisse continuer
que ce que nous disons là puisse être transformé en actes et tout, et que chacun amène dans le panier, n'est-ce pas, comme le disait Aluntine, il a fait énormément de choses avec son truc qui est connu peut-être, mais d'autres font d'autres choses, et ainsi de suite et tout. Et ça, je crois que ce serait bien que tout cela puisse être organisé pour qu'on puisse mieux se connaître, partager, et bien évidemment, essayer d'en tirer profit pour tout le monde. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur Ndao. C'est intéressant tout ce que vous venez de dire. Et moi, je résume tout cela en un mot, c'est la valeur en fait. Vous avez insisté sur ce mot et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Donc, avant de poser ma prochaine question à Moussa Farah, Monsieur Tine a demandé à avoir la parole, s'il nous entend, Monsieur Tine. Je pense que vous aviez levé la main tout à l'heure. Vous voulez dire quelque chose? Non, son micro est éteint, donc je vais poursuivre. Alors, ma prochaine question, c'est pour Moussa Farah. Donc, à l'issue de tout ce qu'on vient de dire sur les jeunes, sur les seniors, aujourd'hui, parce que vous devez avoir une visibilité sur cela étant entre les jeunes, comment nous assurer aujourd'hui d'avoir des dialogues dans tous les secteurs de la société qui favorisent l'inclusion? Quelles sont les actions aujourd'hui concrètes qu'on pourrait poser pour être sûr qu'on ait ces dialogues entre les générations et dans tous les secteurs, je précise. Moussa, vous avez la parole si vous pouvez allumer votre micro. Alors, il nous reste peu de temps, donc si vous pouvez vraiment être très, pour les prochaines interventions, très brèves, 2 minutes, 3 minutes maximum. Merci. OK, merci beaucoup, Dior. Donc, pour moi, l'action phare à mener en ce moment pour créer cette connexion, c'est d'agir. Il faut qu'on agisse maintenant de manière impérative pour résoudre tous ces problèmes actuels et anticiper ceux à venir. Donc, c'est ça qui nous permettra vraiment de promouvoir une nouvelle culture à la paix, de renforcer aussi la citoyenneté active. Et il s'agit d'un paradigme suscité par des actions fortes et une vision qui est un peu nouvelle par rapport à nous. Et sur ça aussi, peut-être je vais un peu parler, par exemple, par rapport à notre organisation qui est la Jeune Chambre internationale Sénégal, qui a été créée depuis 1915 et qui est aussi présente au Sénégal depuis 1975. Et nous, ce que nous faisons, c'est autour des valeurs de la paix et de la fraternité, à travers des programmes mondiaux de Peace is Possible et s'investir pour construire un monde meilleur, sans peur, sans règne, d'une paix durable. Donc, sur tout cela, je pense que si on agit et qu'on fasse engager les jeunes, donc pour moi, ça peut vraiment permettre de résoudre les problèmes et aussi l'implication de tout un chacun. Donc, comme ce qui a été expliqué tout à l'heure aussi, étant des jeunes, certes, nous sommes à un stade d'apprentissage, il faudra qu'on apprenne pour pouvoir vraiment, au moment venu, de pouvoir vraiment gérer les legs qu'on va nous laisser. Donc, je pense que là, il nous faut encore nous former, nous apprendre à mieux comprendre tous les aspects qui se passent. Donc, peut-être pour ne pas prendre trop de temps, je me limite à ça et je vous remercie. Merci beaucoup, Moussa. Alors, je vais revenir sur Seynabou Pouy. Et en passant aussi, Moussa, félicitations pour toutes les activités que vous menez au niveau de la Jeune Chambre internationale. Alors, Seynabou, aujourd'hui, très rapidement, vu votre position et l'engagement que vous avez, les actions que vous déroulez, comment promouvoir l'esprit d'entreprise chez les jeunes, pas seulement chez les femmes, mais chez les jeunes qui forment aujourd'hui le plus grand segment de la population en Afrique et dans le monde. Donc, comment promouvoir cet esprit d'entreprise chez eux? Merci beaucoup, Dior. Merci beaucoup. Vraiment, le panel est très riche. J'en apprends beaucoup de chacun des panélistes et des intervenants. Et au passage, je suis très honorée de partager ce panel avec M. Alioune Tine. C'est vraiment un honneur pour moi. Donc, pour répondre à ta question,
je pense qu'il faut savoir une chose. Les jeunes sont très, très, très mobilisés quand ils sont pris à temps. Je veux dire que quand ils sont pris à temps, c'est-à-dire quand ils sont pris au moment où vraiment ils sont à plein dans leur énergie, ils sont à plein dans leur niaque, si on peut dire ça, qu'ils ont envie vraiment de donner. Et c'est à ce moment-là, si on les prend vraiment, on en fait des choses, ils font des choses extraordinaires. Et pour dire le développement, vraiment, ne peut pas se faire sans les jeunes. Donc, pour créer, pour créer vraiment de la compétence, il faut de l'appétence, il faut... comment dire, il faut permettre aux jeunes, épater les jeunes, mais aussi les tirer vers l'intérêt. Il faut faire comprendre d'abord l'importance d'être entrepreneur. En tant que jeune, il faut qu'ils comprennent c'est quoi l'importance d'être entrepreneur. Ensuite, essayer de porter qu'ils aient l'intérêt dans ce qu'ils font, parce que s'ils comprennent et qu'ils n'y trouvent pas d'intérêt aussi, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, pour cela, je pense que la meilleure chose à faire, c'est inculquer une culture entrepreneuriale à travers, pour les jeunes, à travers les écoles. Et cela, le faire dès le bas âge. Je m'explique, c'est-à-dire essayer de faire des écoles métiers, par exemple, dès le bas âge, et leur inculquer cette culture entrepreneuriale et ce leadership, parce que les deux vont ensemble. Il faut que dès le bas âge, les jeunes sachent qu'ils sont eux-mêmes acteurs de leur changement et de leur autonomie. Il ne faut pas attendre qu'ils sont toujours jeunes, mais il y a une partie de jeunesse, je dirais que s'ils ont atteint 18 ans, ils sont adultes, entre guillemets, mais ils sont toujours dans la tranche de jeunes. Ce n'est pas la même chose quand ils ont 8 ans, 10 ans, 11 ans, et qu'on leur inculque qu'ils sont eux-mêmes acteurs de leur changement et de leur autonomie. Et cela doit être une grande source de dignité et de fierté pour eux. Donc, l'éducation entrepreneuriat, si on peut dire, parce que si on parle de promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat chez le jeune, c'est promouvoir une éducation entrepreneuriale. Quand on parle d'éducation, ça doit s'instaurer très tôt chez le jeune, c'est-à-dire dès le bas âge. Parce qu'au-delà d'un certain âge, on ne peut plus parler d'éducation entrepreneuriale, on ne peut plus parler de formation entrepreneuriale, mais on va parler plutôt d'accompagnement vers l'entrepreneuriat, parce que dans ce cadre-là, on accompagne la personne vers l'entrepreneuriat. Donc, je pense que ce qui est important pour les jeunes, actuellement, comme stratégie, il faut au moins que l'entrepreneuriat de survie, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, on parle d'entrepreneuriat, les gens sont dedans, mais la majeure partie qui font l'entrepreneuriat, je le dis souvent, ils font l'entrepreneuriat de survie. Ils font dans l'entrepreneuriat parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire. Ils s'activent dedans parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est plus s'appesantir sur la culture entrepreneuriale plutôt que sur l'entrepreneuriat de survie. Ça, c'est un point. L'autre point, ce serait aussi du côté de la finance, parce que ce qu'on peut noter aussi, même au Sénégal, je dirais, je pense qu'il n'y a pas de produits financiers pour les jeunes qui cadrent réellement avec leurs besoins. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment impliquer des acteurs de développement comme voilà, les organisations de développement, les grandes organisations qui sont là, qui accompagnent les jeunes. Je ne vais pas citer de nom, mais je pense qu'il faut encore plus les impliquer dans ce sens-là, surtout du côté des finances, pour essayer de trouver avec les banques sur place ou bien les microfinances, des produits vraiment financiers qui sont adaptés et qui cadrent réellement avec les besoins des jeunes. Donc, et de ce fait-là, moi, je dis qu'il ne faut pas avoir peur de donner aux jeunes directement des moyens. Ça permet aussi de promouvoir l'esprit d'entreprise. Il ne faut pas avoir peur de leur donner directement des moyens pour quand même pouvoir exceller dans ce qu'ils font. Ceci dit, les jeunes qui doivent apprendre aussi, ils doivent aussi apprendre comment gérer leurs propres ressources avant d'obtenir ou de prétendre à un appui. C'est un peu comme disait tout à l'heure Gaël par rapport au poste de décision. On peut prétendre au poste de décision, mais derrière, il faut quand même un certain bagage intellectuel qui l'accompagne. C'est pareil aussi pour les jeunes. Il faut aussi prétendre au financement, mais derrière, il faut savoir gérer ses propres ressources d'abord, avant de prétendre à obtenir un appui. Trouver des modèles de financement qui ne consistent pas seulement à atteindre des buts de campagne, parce qu'en général, c'est ça qui se passe. Il y a une campagne qui se fait, les gens trouvent des modèles de financement, mais qui ne sont pas pérennes. Mais essayer de financer les jeunes quand même durablement, en les installant sur une dizaine d'années, par exemple, une quinzaine d'années, et en leur donnant aussi tout le nécessaire pour qu'ils puissent travailler avec un temps d'abattement, qu'ils puissent respirer, et avant de pouvoir se mettre à rembourser. Et dans ce sens-là aussi, je pense que
promouvoir l'esprit entrepreneurial chez les jeunes, surtout au Sénégal, ne peut pas aller sans rendre le milieu rural quand même vivable. Je reviens toujours sur le milieu rural, Dior, parce que c'est mon domaine de prédilection. Exactement. Donc, il faut vraiment rendre le milieu rural agréable et vivable. Mais en mettant tout cela en place, ce qu'il faut vraiment noter, pour ne pas trop parler, c'est vraiment une plus grande parité aussi des hommes et des femmes dans le développement des entreprises. Parce qu'il faut quand même une répartition équitable de l'emploi et des revenus entre les hommes et les femmes. Ça aussi, il faut des choses qu'il faut prendre en compte dans ce sens-là. Merci beaucoup. Merci Seynabou. C'est des points à prendre en compte côté jeunes et également côté gouvernement. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de financements qui sont donnés aux jeunes, mais qui ne sont pas vraiment accompagnés, en fait, par la formation ni rien. On leur demande de rembourser, et on ne sait pas comment ils vont faire pour rembourser, c'est-à-dire le process, d'accord? Donc, toujours pour rester sur les jeunes, Abdoulaye, aujourd'hui, comment faire de sorte, très rapidement, comment faire de sorte que les jeunes participent à la prise de décision, si les jeunes ont également la responsabilité de développer des compétences nécessaires pour le leadership. Et ça rejoint également une question qui est venue du public. Aujourd'hui, toutes les générations se retrouvent dans multitude de plateformes. Maintenant, comment mettre à profit l'éthique pour faciliter le dialogue entre les générations? Abdoulaye, vous avez la parole. Très rapidement. Je pense que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il nous reste uniquement l'action. Il faut agir tant qu'il est temps. Et je pense qu'on l'a dit aussi tout à l'heure, nos jeunes doivent avoir de la compétence. Parce que si on n'a pas de compétence, on ne peut pas réussir dans la vie. Donc, nous sommes dans un monde compétitif. Et c'est Anta Diop disait, armez-vous de science jusqu'aux dents. Donc, c'était pour inviter les jeunes à se former. Parce que si on ne se forme pas, on a l'habitude même de dire que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, j'invite les jeunes à se former d'abord, à avoir de la compétence avant de se lancer dans le marché, par exemple, du travail, avant de se lancer dans la politique, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Puisque si on a de la compétence, on a de la chance à réussir dans la vie. Parce que tout est problème de compétence dans cette vie. Donc, j'invite encore une fois, une nouvelle fois, les jeunes à se former. J'invite aussi les autorités à favoriser les formations professionnalisantes. Donc, ici, par exemple, à l'université Cheikh Anta Diop, les formations que nous suivons, ce ne sont pas des formations professionnelles. Par exemple, à la faculté de droit, lorsqu'on finit notre formation, on est obligé de faire encore des concours. On fait un concours sur 10 000 personnes ou bien sur 3 000 personnes, on n'a besoin que de 20. Donc, il faudra aussi adapter nos formations au marché de l'emploi. Ce qui fera que les jeunes, une fois dans l'espace politique, ils seront compétents et les seniors seront obligés de les prendre ou bien de prendre leurs opinions dans les prises de décision. Puisque nous sommes des acteurs rationnels, l'approche rationnelle de Herbert Simon dans les politiques publiques, nous sommes dotés de raison. Mais puisque nous ne faisons pas, nous faisons pas confiance nous-mêmes, les vieux nous mettent tous. Donc, je pense qu'il faudra avoir confiance en nous, la confiance en soi, de se dire que nous sommes capables de faire telle ou telle chose. Nous sommes capables de réussir ce que nos anciens ou bien ce que nos pères et grands-pères avaient réussi, ou bien même nous sommes capables de faire plus que eux. Je pense que c'est sur cette perspective-là qu'on peut développer l'Afrique, qu'on pourra même développer le Sénégal, pour résumer. D'accord, merci Abdoulaye. Ayons confiance en nous, pas que, mais également soyons informés de ce qui se passe au Sénégal et surtout à l'international parce qu'on est interconnectés, on est liés. Et ce qui m'invite à parler un peu de l'Union africaine. Aujourd'hui, sur les questions relatives à la réduction des armes à feu en Afrique, aujourd'hui, une question très importante qui est devenue typique dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui est de réduire au silence les armes en Afrique. Donc, le secrétaire général des Nations Unies a également
réclamé la même chose dans le monde entier et en particulier pendant cette période de pandémie de COVID-19. Donc aujourd'hui, je vais poser dans ce contexte une question à Moussa Farah. Aujourd'hui, quels sont les principaux défis et lacunes qui nuisent à la participation effective et à la contribution des jeunes pour réduire au silence les armes à feu? Donc, les défis et lacunes qui nuisent à la participation des jeunes sur ce sujet qui est de réduire au silence les armes à feu. Bon, cela peut être considéré dans une perspective de développement social, économique, politique ou infrastructurel. D'accord, merci beaucoup, Georges. Donc, je pense que par rapport à cette question de faire taire aux armes au feu, donc je pense que par rapport à ça, aujourd'hui, les lacunes, c'est le fait que tout le temps, je vais revenir encore sur la communication, parce qu'il y a l'aspect de la communication, parce que si les jeunes aussi ne sont pas assez conscients de, par exemple, des retours, des retombées que cet aspect-là va avoir à leur niveau. Donc, je pense que ça va amener des blocages. Donc, par rapport à moi, je pense qu'on devrait faire beaucoup plus de plaidoyer et aussi en parler sur ces questions afin que les jeunes aussi puissent vraiment comprendre cet aspect et aussi voir par rapport à leurs avenirs et connaître leurs responsabilités autour de ce qui leur attend au niveau de leur communauté. Donc, je pense que les responsabiliser aussi, mais aussi de les faire partager des expériences. Par exemple, si je prends l'exemple d'une plateforme qui s'appelle le groupe de travail Femmes, Jeunes et Sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel, c'est une plateforme qui regroupe des jeunes, des femmes, et pourtant on échange sur tout ce qui est aspect qui passe par la paix, la sécurité, et sur toutes ces choses-là, c'est des choses qui nous permettent, nous en tant que jeunes, qui n'avions pas peut-être assez de notions par rapport à ces questions, de pouvoir vraiment développer des choses qui nous permettent de pouvoir avoir des solutions par rapport à ces genres de situations. Donc, je pense que aujourd'hui, il est encore beaucoup plus important qu'il y ait cette relation intergénérationnelle pour que vraiment que les jeunes soient sensibilisés pour vraiment qu'il n'y ait pas ce blocage par rapport à ça. Merci beaucoup, Moussa. Je pense qu'il y a un participant qui souhaite intervenir. Il a demandé la parole, Sidi Ali. Donc, avant de faire une dernière tour de table pour clôturer, je pense qu'on va lui permettre d'intervenir. Monsieur Sidi Ali. Merci, Dior Birama. Écoute, j'ai suivi avec beaucoup d'attention tous les intervenants. Je pense que nous avons beaucoup appris par rapport à cette question, mais je voudrais simplement sur la dernière intervention dire simplement que c'est vrai que le débat intergénérationnel a une place extrêmement importante parce que nous sommes dans un jeu de relais. Donc, il est important que dans ce jeu de relais, j'ai entendu tout de suite Abdoulaye Cissé parler de la formation. Et vous savez, nous sommes, quand vous prenez aujourd'hui la coordination des CNJ des pays du G5 Sahel, et j'ai l'occasion d'être le secrétaire général, je pense qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important qu'on puisse, c'est vrai, de mettre le lien de mettre l'accent sur la formation. Elle est importante, elle est capitale, elle est extrêmement importante. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on arrive à rougir chaque fois qu'on parle des jeunes et on lie les jeunes à la formation. Vous avez aujourd'hui des jeunes très compétents qui ont été formés, mais je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est la responsabilisation de la jeunesse.
il faut aujourd'hui donner une place de choix à la jeunesse. Quand vous entendez aujourd'hui dans les grands discours, vous entendez, bon, les jeunes, les questions de jeunesse sont au cœur des événements, ils sont au cœur des grandes politiques, des grands discours politiques, mais dans le fond, vous ne trouverez que de la mousse. Et je pense qu'il est important qu'on puisse aller au-delà des discours, parce que nous sommes une frange importante quand même dans l'Afrique et dans tous les pays, y compris au Mali. Nous sommes aujourd'hui plus de 70% de la population active. Et cette population ne peut pas continuer à être que dans les grands discours. Nous avons organisé ici nous avons beaucoup d'expérience dans les débats intergénérationnels, mais je vous dis que chaque fois, le débat intergénérationnel ne veut pas dire un conflit générationnel. Parce qu'il faut faire la différence. Quand vous parlez de débat générationnel, d'autres pensent que vous êtes en conflit parce qu'on veut rayer une génération pour rajeunir une génération. Et vous savez aussi, pour finir, pour dire que nous ne sommes pas dans un conflit, mais nous sommes des fois, on pousse les jeunes à pousser la génération à jeter l'éponge au lieu de déposer l'éponge. Parce que ceux qui ont l'éponge en main ne veulent pas déposer cette éponge tant qu'on ne les pousse pas à la porte de sortie. Et malheureusement, les haineux ne veulent jamais quitter la scène. Et même quand ils arrivent à l'âge de la retraite, bien, vous les retrouvez encore dans l'administration pour autre chose encore avec d'autres. Et bien, quand vous continuez, les chefs de famille continuent à dire que nos enfants n'ont pas d'emploi, ils doivent se regarder eux-mêmes parce que c'est eux qui sont en train d'occuper l'emploi de leurs enfants. Ils ont fait leur temps, ils font le temps des autres. Oui. Donc, c'est extrêmement important ce point que je voulais vraiment signaler. Merci bien. On vous reçoit plus et merci pour cette intervention. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur la question de l'emploi, tant en Afrique qu'au Sénégal également. Et je pense que c'est un sujet qu'on peut remettre sur la table et vraiment en discuter. Donc, nous allons faire une dernière tour de table. Et aujourd'hui, je vous mets un peu, je vais dire, à la place un peu du secrétaire général des Nations Unies. Donc, je vais commencer par Abdoulaye Cissé. Et aujourd'hui, Abdoulaye, si vous pouviez conseiller le secrétaire général des Nations Unies d'accorder la priorité à la gestion des questions dont nous avons discuté, où serait-elle aujourd'hui? Parce qu'on a débattu sur plusieurs sujets. Donc, quelle serait aujourd'hui la priorité que tu vas conseiller au secrétaire général à mettre en avant? Si tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Alors, pour gagner du temps, je pense qu'il a un petit souci avec son micro. Je vais poser la même question à Seynabou en 1-2 minutes très rapidement, nous dire c'est quoi la priorité que tu recommanderais au secrétaire général des Nations Unies à mettre en avant. J'enlève le micro. Merci beaucoup, Dior. Vraiment, aujourd'hui, pour faire vite, je pense que d'après tout ce qu'on a dit ici concernant les jeunes, concernant les femmes, moi, je pense que l'idéal serait, pour répondre vraiment à cette question, d'inciter vraiment à plus de mécanismes pour impliquer les femmes et les jeunes sur les questions liées aux objectifs de développement durable, parce que je pense qu'il y a toujours un manque à gagner en ce sens-là. Beaucoup de gens en parlent, beaucoup de gens en parlent dans les projets, dans les programmes, mais est-ce que les personnes qui sont, comme on dit, au last mile, sont-ils conscients de ce que c'est ces objectifs de développement durable et est-ce qu'ils sont conscients de l'impact que cela peut avoir dans leur vie? Je pense que s'il y avait plus de plaidoyer en ce sens-là pour aller vraiment à la base, rechercher vraiment aller à la base et descendre au plus bas pour remonter,
Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées ici qui seraient d'ores et déjà résolues avant d'aller sur les questions beaucoup plus pointues. Ce que je pourrais peut-être rajouter, c'est que je pense que la crise n'a pas créé de tendances nouvelles, les tendances qui n'existaient pas avant. Tout ce qui a existé ici avec le Covid-19 ou la Covid-19, comme les gens disent. Moi, j'aime dire le Covid-19. Je suis restée sur le Covid-19. En fait, rien n'a été vraiment créé en termes de tendance. C'est juste que notre façon de voir le monde a pris vraiment un coup d'éclat. C'est juste ça, c'est que nous avons vraiment besoin de revoir les termes, de repenser, qu'il y ait une refondation vraiment sur tout ce qu'il y avait de base dans notre façon de vivre, dans notre façon de voir le monde. On a besoin de faire une réflexion très poussée, très profonde, et cette réflexion doit aller aussi, doit venir individuellement, mais aller dans le sens collectif. Je pense que ça, vraiment, je tenais à l'ajouter. Merci beaucoup, Dior. Merci beaucoup. Je lis en même temps sur les commentaires de Jules Anani Amou qui affirme qu'à l'issue vraiment de toute cette discussion, qu'il faut moins de paroles et plus d'actions et des actions qui impactent la communauté. Donc, Moussa, quelles seraient tes priorités en tant que conseiller au secrétaire général des Nations Unies? D'accord. Par rapport à moi, pour mes conseils par rapport au secrétaire général des Nations Unies, c'est encore beaucoup plus d'engagement et d'implication aussi par rapport à la jeunesse et aussi par rapport aux politiques aussi même, je dirais, aux politiques de jeunesse dans leur mise en œuvre. Donc, pour tout ce qui est politique développée au niveau national, régional, international, qui sont dédiés aux jeunes, qu'il y ait vraiment un très bon suivi pour que vraiment que les jeunes aussi puissent voir les résultats qui en découlent de ces politiques. On a que les jeunes voient, donc ça va amener vraiment. Donc je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un suivi pour motiver les gens à aller de l'avant. Merci. D'accord, merci beaucoup Moussa. Je pense qu'Abdoulaye a quelques soucis de connexion. À nos chers participants également, il nous reste 2-3 minutes avant la fin de cette session. N'hésitez pas à demander la parole si vous souhaitez la prendre. Ça a été vraiment une séance très productive en termes d'échanges, en termes de recommandations, en termes de conseils. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait prendre la parole? Rodrigue peut-être, avant de prendre la parole au public. Je vois Souleymane Diouf, il est prêt à prendre la parole ou bien... Alors, je vois un peu du côté des questions, s'il y en a d'autres. En tout cas, il y a beaucoup de mots-clés que j'ai notés durant cette séance. Action, anticiper, d'accord, formation, organisation. Je pense que je suis en train de voir sur les commentaires s'il y a d'autres questions venant du public. Voilà, une dernière question. Alors, pour ce qui est de la jeunesse, si on prend le cas du Sénégal, où sur le plan politique, la jeunesse a été trahie, agacée par nos dirigeants. Quelle stratégie de communication devons-nous utiliser pour remobiliser la masse, car la quasi-totalité de la jeunesse a démissionné des questions d'ordre politique? Qui souhaite répondre à cette question? Et elle est ouverte à Moussa, Seynabou, Rodrigue, même s'il veut. Donc, on parle de la démission en fait des jeunes sur les questions de la politique parce qu'ils ont été trahis, parce qu'on voit un peu ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe en Afrique, dans les communautés. On attend beaucoup de nos gouvernants, on attend beaucoup de l'État, mais à chaque fois, voilà, c'est des rêves brisés, si je peux le dire comme ça.
Oui, Moussa. Allô? Oui, oui, ok, d'accord. Donc, Dior, moi, c'est dans ce sens-là que je vais rejoindre un peu par rapport au speech de monsieur qui avait expliqué tout à l'heure par rapport au que les jeunes devraient faire de la politique. Donc, je pense que c'est le moment. Parce qu'aujourd'hui, étant des jeunes, certes, on voit beaucoup de choses qui se passent. Peut-être nous voyons des choses qui se passent et qu'on se dit que ce n'est pas la manière dont nous voudrions que les choses se passent. Donc là aussi, il faudra que l'on se prépare, que l'on se forme pour pouvoir vraiment aussi être à ces instances et de pouvoir vraiment défendre les causes des jeunes, mais aussi des futures générations. Parce qu'aujourd'hui, certes, on est des jeunes, mais demain aussi, on sera peut-être, on sera plus des jeunes. Donc, il y a les futures générations qui vont venir. Et déjà, nous, peut-être notre génération, on est peut-être assez conscient, il y a une partie qui est assez consciente par rapport à la situation qui se passe avec nos gouvernants et autres. Donc, je me dis qu'il y a une très grande aussi responsabilité à notre niveau parce qu'aujourd'hui, je peux dire, que ce soit au Sénégal, que ce soit dans le monde, rien ne peut se faire, rien ne peut se réaliser sans l'implication aussi des jeunes. Oui. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, il faut que nous soyons engagés à faire aussi de la politique, parce qu'aujourd'hui, faire de la politique, ce n'est pas insulter l'autre ou bien faire du mal à l'autre, mais c'est de voir par rapport à ta communauté, de trouver des solutions qui vont améliorer les conditions de vie des populations. Donc, pour moi, chacun de nous devrait être encore beaucoup plus même engagé et inciter les autres jeunes à s'engager sur ces questions-là. Merci. Merci beaucoup, Moussa. Donc, sur cette note, je pense qu'on va clôturer cette session. Donc, on a parlé vraiment de dialogue intergénérationnel. On a entendu les conseils de notre keynote speaker et du professeur Djiby Diakhaté qui nous invite, qui nous sollicite à nous rapprocher de nos aînés, des seniors, d'apprendre d'eux, mais également à leur tour également de se rapprocher de nous à travers les plateformes. Et comme on l'a dit, si on doit les former, allons les former pour qu'on puisse échanger là où ils vont trouver les plus jeunes. On a parlé de leadership également à booster chez les jeunes et la participation des jeunes et surtout des femmes également dans la politique et dans l'engagement citoyen. Donc, nous tenons vraiment à exprimer toute notre gratitude à nos partenaires pour avoir fait de ce dialogue un succès. Ils sont le Centre africain pour le règlement constructif des différends, UN 75, United Cities and Local Governments Association, les citoyens du monde, la campagne d'action des ODD, l'Union africaine des étudiants, l'Association des universités africaines, l'Union européenne des étudiants, la Junior, la Jeune Chambre internationale, le Commonwealth Youth Council, le Millennial Movement, le Millennial Promise Alliance et la Fédération mondiale des Nations Unies. Nous remercions également tous nos speakers qui ont partagé ces 2 dernières heures. Ça a été long, mais très enrichissante. Je veux nommer Seynabou Pouy, Moussa Farah Diop, Abdoulaye Cissé, ceux qui nous ont quittés également, M. Alioune Tine, M. Badou Ndao, Babacar Junior Diop et le professeur Djiby Diakhaté. Donc, je remercie également l'organisateur, M. Firmin Rodrigue Adjiguidi, pour d'avoir eu cette initiative. Et c'était Diop Birima pour la modération de cette session. Je vais redonner la parole certainement à Rodrigue pour clôturer, donner le mot de la fin et vous dire à très bientôt. Les discussions continuent sur les réseaux sociaux également et sur les pages de Global Peace. Alors, merci beaucoup, très chère modératrice, pour cette session très riche. À la fin de cette session, je tiens à remercier la présidente de Global Peace, Madame Grassa Machel, également présidente du Centre africain pour le règlement constructif des différends et l'un des défenseurs des ODD au niveau des Nations Unies. À notre grand fondateur de Global Peace également et au directeur exécutif d'accord, le Dr Vasso Gauden. Merci beaucoup pour cette belle initiative qui est venue aider
à bâtir un monde meilleur. En outre, l'ONU 75 pour l'opportunité de travailler avec nous pour développer un monde meilleur et pour aider à façonner l'avenir du monde d'ici 2045 lorsque l'ONU aura 100 ans. Nous tenons à remercier notre coordonnateur des dialogues intergénérationnels, M. Kobla Assamani, et à Mme Karishma Rocho, coordonnatrice de la paix mondiale, pour leur soutien extraordinaire à la réalisation de ce dialogue d'aujourd'hui. En effet, nous leur serons redevables et Global Peace est fier de vous tous. À tous nos chers participants, nos chers speakers, nos chers panélistes, à nos keynote speakers, nous sommes très reconnaissants de votre temps et de des contributions apportées aujourd'hui au cours de cette conversation. Nous espérons vivement que cette session pourra être une des meilleures afin de façonner le débat mondial et à changer la tendance des développements mondiaux. À nos très chers téléspectateurs et participants, merci à vous pour les différentes contributions que vous avez apportées et pour prendre le temps de votre emploi du temps hyper chargé pour nous rejoindre et soutenir l'action de Global Peace. Sans aucun doute, aujourd'hui, nous sommes certains que l'avenir est la paix du monde. Global Peace sera la plaque tournante des idées, des innovateurs, des investisseurs et des exécutants pour trouver des solutions pratiques aux défis mondiaux. Travailler ensemble pour un monde meilleur, tel est le slogan de Global Peace. Vous pouvez toujours nous suivre, comme l'a dit tout à l'heure la modératrice, sur les différents réseaux sociaux et également nous laisser poursuivre notre conversation à partir de là. Merci d'être venus. Merci à tous pour avoir participé à cette belle session. Je vous remercie. Merci et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup.